32e épisode de 35 mm de podcast avec Maxime Auclair et Mathieu Legault. Ben oui, toujours là, toujours là. Là, si on vous a pas encore convaincu d'aller nous voir sur YouTube, c'est pas mal l'épisode pour le faire. Oui. Parce que, ben, une fois par année, tu abordes la moustache. Exactement, exactement. L'an passé, dans nos premiers épisodes... Je pensais que tu allais dire il y a un nouveau décor à l'adversaire. Très c'est beau le décor. Deuxième argument. Non, c'est clair que ma moustache vaut la peine. C'est pas thématique avec... tu sais, l'an passé, c'était pour quel réalisateur que c'était coupé la moustache? C'était pas un réel, mais on avait fait de Lighthouse à cause de la belle moustache à Robert Pattinson. C'est comme un hommage. Un hommage, j'ai été inspiré. Mais là, je sais pas, j'aime ça, la moustache. En fait, je n'avais fait une en novembre. Ouais. Puis après ça, me rendre compte que on met notre masque partout. Ouais, fait que le Movember l'an passé. Puis c'était complètement... c'est ça, ça avait aucun rapport. Puis en plus, on était comme complètement barré, fait qu'on voyait personne. Ouais. Fait que là, je l'ai fait pour qui? Non, c'est ça. Je me regarde rarement dans le miroir. Fait que on n'a pas pu en profiter. Mais là, je suis content que tu te reprennes. Et deuxième argument, l'adversaire, là, vous le voyez sur un autre angle, parce que c'est ouvert maintenant, Mathieu. Ah oui, ils ont mis des choses à notre place. Oui, fait que là, on s'est déplacé. Les salopards. On n'a plus notre beau background de foyer. Ouais. Mais c'est ça, vous voyez un peu le setup super bien installé, les règles sanitaires bien respectées. Alors, et donc, on peut reprofiter de cette ambiance-là à l'adversaire pub ludique sur Sainte-Catherine à Montréal, dans Hochelaga, Maisonneuve. Oui. Et maintenant, on va aborder un gros réal. On se cachera pas, c'est quand même curieux que ça ait pris 32 épisodes avant d'y arriver, quoi qu'on l'a nommé souvent. Quentin Tarantino. Oui. Peut-être un des plus connus actuels chez les cinéphiles et les non-cinéphiles, j'oserais dire, parce que qui ne connaît pas Tarantino? Je dis pas d'avoir vu tous ses films, mais tu sais, ça sonne une cloche à pas mal 100% des gens qui connaissent l'existence du cinéma. Oui, parce que c'est sûr que, puis on regarde, c'est le corps de son truc, il reste qu'il pastiche, rend hommage, on démystifiera dans l'émission, mais il reste qu'il s'attaque à des films de culture pop, série B, des trucs plus ludiques peut-être, des films de kung-fu, ninja, les westerns, fait qu'il mélange ces patentes-là avec aussi, il réussit à mettre la main sur des castings incroyables. Ben oui, évidemment. C'est sûr que, Pulp Fiction, on le regarde après, c'est sûr que Travolta, à ce moment-là, il était comme redevenu has-been. Ouais, Sam Jackson n'était peut-être pas assez connu. Ouais, c'est ça, il commençait à faire sa place dans le truc, là, mais c'est ça, c'est peut-être Bruce Willis, mais qui n'est pas là longtemps. Pas là longtemps, oui. Mais après ça, je veux dire, des Brad Pitt, puis compagnie, des DiCaprio. C'est toujours un gros casting. Mais tu sais, tu l'as pointé, mais le cinéma de genre, c'est vendeur, c'est plus populaire. Donc, ça fait passer, je pense que ça fait baisser les barrières de... les gens, des fois, sont réticents. Tu dis, Pulp Fiction, t'es allé à Cannes. Là, tu parles des films de Cannes. C'est ça. Parce que c'est des films de genre, mais c'est des films d'auteur en même temps. Là, peut-être auteur, pas dans le sens puriste du terme, là, mais tu sais, c'est un... il les écrit lui-même. Oui, en partant. C'est moi l'auteur. C'est moi l'auteur. Si Michael Bay écrivait Transformer, ce serait du cinéma l'auteur. Ça serait malade. C'est ça qu'il en écrive juste un, pour dire qu'il fait partie de cette catégorie-là. Écoute, comment l'aborder? Petite bio, né en 63 à Knoxville, dans l'État du Tennessee. Et donc, il a commencé dans les années 90, ça fait 3 décennies. Il a fait 9 films, mais moi, j'en compte 10. Fait que là, soit Kill Bill 1 et 2, ça vaut pour 1, ou on ne compte pas Grindhouse. Fait que là, je savais pas. Il a toujours dit que Kill Bill, parce que c'est volume 1, volume 2, c'est un film. C'est pas Kill Bill 1, Kill Bill 2, c'est volume 1. Puis pour lui, c'est la même affaire. Okay. C'est un film qu'il a fait dans un souffle, si on veut. Ouais, c'est ça que j'ai pensé. Donc voilà. Mais je suis pas mal sûr aussi que le tournage... Oui, ça a été fait ensemble. Mais c'était voulu pour que ça soit un seul film. Ouais, mais c'est juste ça dépassait 4 heures. Ouais, c'est ça. Les deux films sont 2h15, 2h30 chacun. Fait que c'est sûr que... juste coupé, mais c'est pour ça que pour lui, c'était un film, parce que c'était un tournage. Ils sont sortis à un an d'intervalle. Fait que c'est vraiment collé. Là. Voilà. Alors, écoute, on commence par son style, qui est très connu, mais quand même, Oui. On se promène là-dedans, il va un film à la fois. Regarde, on va parler de son style et ça va peut-être... On va copier ce style-là peut-être dans notre truc. Ça veut dire qu'on risque de
de passer du coq à l'âne. Ouais. Il adore, à la base, il adore les histoires qui sont décousues, déconstruites. Ouais. On nous raconte des scènes pas dans le bon ordre. Ouais, ça, c'est peut-être le plus gros trait que moi, je retiens parce que c'est pas le seul à l'avoir fait, mais il le fait dans tous ses films, à l'exception de Death Proof. Ouais. Lui, il est linéaire dans l'ordre, il n'y a pas de back and forth. Il aurait peut-être dû. On s'en reparlera. Donc, mais oui, c'est ça. Donc, toujours couper, revenir en arrière, avoir des personnages qui se font décapiter finalement. Oups, 3 scènes après, ils sont de retour. Oui. Et c'est quelque chose qui est le fun. Je l'entendais en entrevue dire, moi, il a toujours lu des romans. Il dit, dans les romans, c'est plus courant de déconstruire le récit, avoir des flashbacks sans nécessairement un avertissement de ceci est un flashback. Tu le découvres par après. Donc, il a voulu vraiment comme faire ça. T'sais. On comprend qu'il aime ça comme briser nos attentes. Puis, justement, OK, on suit... je vais parler de Pulp Fiction et dommage si vous ne l'avez pas vu, mais... tu sais que Travolta, je sais pas si c'est exactement au milieu, mais c'est dans le milieu, il se fait tuer. Ouais. Pour après ça, qu'on y revienne, mais tu sais, c'est justement d'avoir le choc de comme, OK, il tue un de ses personnages principaux en plein milieu. Il joue avec ce choc-là, mais en même temps, il n'en a pas fini avec lui. Tu sais, il le ramène pour la fin du film, qui n'est pas nécessairement la fin de l'histoire, mais qui est là où il va terminer le truc. Tu sais. Fait que ça permet, parce que lui, je pense que c'est l'affaire qu'il aime le plus, c'est jouer avec nos émotions, jouer avec nos attentes. Ouais. Envoyer ça sur un rail, parce que le cinéma de genre, c'est ça. Il y a 10 000 codes. Oui. Et il va jouer avec ça jusqu'à un certain moment où, je pense, ça paraît son TDAH aussi, là, l'espèce de comme, OK, je vous maintiens là, puis après ça, moi, je suis tanné, je m'en vais là. Tu sais, puis il y a des énormes parenthèses. On va faire une parenthèse dans la scène. Tu penses même pas qu'on va revenir, mais on va y revenir 4, 5, 8 minutes plus tard, exactement où on s'est laissé dans la scène. C'est comme une grosse bulle qui expliquait un backstory, quoi que ce soit. On dirait le rythme est atypique. Oh, OK, on revient. Il n'avait pas fini avec ce qu'il disait. Non, c'est ça. Puis Tarantino, il adore parler. Il est verbomoteur. Il est verbomoteur, mais dans la vie, c'est pour ça que ses films sont verbomoteurs. Mais écoute, il a donné des entrevues, il parle, il aime ça parler de ses films. C'est un geek de film aussi, avant même d'être dans le milieu. C'était sûrement un de ceux qui étaient les plus cinéphiles de son âge. Il travaillait dans un vidéoclub d'archives. Il était intéressé par tous les trucs, des films cinéma étrangers, beaucoup, évidemment. Ouais. Donc, des trucs qui sont pas de son époque aussi, des vieux films, des films des années 20, des années 30, que je sais pas comment il a mis la main là-dessus, assez jeune, tu sais. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il est passé par des écoles de cinéma. Je pense pas. Il a fait de l'acting un peu, mais pas de réalisation ou d'écriture. Non, c'est ça. C'est un autodidacte, c'est quand même assez impressionnant. Maintenant, le parcours qu'on voit qu'il a parcouru, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis quand il écrit ses scénarios, ce qu'il disait, c'est qu'il sait jamais vraiment... En fait, c'est ça, il n'y a pas tant d'idées. C'est qu'il écrit puis il se laisse surprendre vers où il amène ça. Parce que quelqu'un il avait demandé, sais-tu comment tes films finis, comme quand tu écris puis tu pars, puis il semblait te dire qu'il n'y a pas de temps. Il dit évidemment, j'ai écrit un film qui s'appelle Kill Bill, ça va finir avec Bill qui se fait tuer. Mais il dit, je ne sais pas comment, puis c'est en l'écrivant qui découvre les motivations des fois aussi. C'est qu'il part une scène, puis même pour les bâtards, le commando des bâtards. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il voulait évidemment que ça finisse avec une mission, qu'il y a une mission, une infiltration patente. Mais il dit que quand il a écrit cette scène-là, il dit, je me suis surpris moi-même à tuer Hitler. Genre, c'était même pas un plan. C'est juste comme, Hitler va être là, fuck off. Puis là, je me suis juste comme excité. Puis ça donnait ça, tu sais. C'est à cause de sa manière d'écrire qu'il joue avec cette temporalité-là aussi. Là. Ouais. Ben, tu sais, Pulp Fiction, si c'était pas déconstruit, ça serait sûrement un bon film aussi, mais il y a comme vraiment de quoi de plus à cause de la structure. Il y a quelque chose de le fun de commencer et finir par la même scène, tu sais, qui est comme, c'est comme si c'était splitté par l'intérieur. Il y a un autre film, mais puis tous les personnages sont liés par des intermédiaires, quoi que ce soit, même s'ils n'ont pas des scènes ensemble. Tu sais, Bruce Willis, il est lié par la bande à Tim Roth dans le resto. Tu sais, pas, ils sont par personne interposée, ils sont connectés. Tu sais.
Fait qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans. Puis, tu sais, il va laisser des trous que tu vas pas remarquer comme étant des trous, mais quand il va les remplir par la suite, tu fais, ah oui, c'est pas normal que je voyais, mettons, pour venir Sam Jackson puis John Travolta en veston, OK, ils s'en vont faire un règlement de compte. Puis la scène d'après, ils sont en comme petite shirt avec un chandail. Tu sais, peut-être tu te poses la question, mais tu passes vite à autre chose. Puis quand tu as la scène qui allait entre ces deux scènes-là arrive plus tard, tu fais ah, ben oui. Il y a de quoi je sais pas, surtout pour l'époque, j'ai pas vu en 94 évidemment, mais tu sais, ça devait avoir vraiment surpris, impressionné. Puis je pense que c'est une palme d'or très méritée, mais qui est une palme d'or qui clash avec tout ce qui a été, mettons, honoré à Cannes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de films. Il y en a des populaires ici et là, mais c'est rarement aussi dans le divertissement. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, quand j'essaie de penser vite dans même, j'ai la misère de nommer un film. Il y a peut-être Michael Moore. Ouais, moi aussi, j'ai pensé à ça. Encore là, c'était qui était sur le jury? Ah, c'était qui ce fois-là? Tarantino. Salut, le président du jury. Fait qu'on voit le lien. Mais ouais, j'avoue, je ne sais pas, tu sais, j'ai pas été lire sur les réceptions critiques ou la réception à Cannes ou l'espèce d'élite. C'est sûr, tu dis, ah ben ce gars-là, il est mule pour je cherche un meilleur mot, mais le cinéma de genre, puis il le rend cool, mais en même temps, il fait du cinéma de genre. Ouais. Fait qu'est-ce qui le distingue d'un cinéma de genre qui est moins hot? Mais il y a quand même un contrôle incroyable de la caméra, du timing, du montage. Il y a quelque chose qui est jamais cheap dans ça. Ouais. Que des fois... Puis là, je veux pas blesser personne, mais en même temps, s'ils sont blessés, je m'en fous un peu. Mais des fois, il y a un cinéma de genre qui vient aussi avec des gens peut-être avec moins de talent par moment. Il y en a qui ont des gens de talent qui ont fait ça, mais qui n'ont peut-être pas la même maîtrise du médium comme lui là. La compréhension de la caméra. Parce que on sent énormément de Scorsese aussi. Oui, beaucoup. Surtout avec ses premiers films où il est allé dans le même genre. Gangster. Veut pas, il a été influencé par les premiers films de Scorsese pour faire Reservoir Dogs, Pulp Fiction et même jusqu'à Goodfellas. Ça a sûrement été une grande influence quelques années avant. Tu allé chercher Harvey Keitel en plus pour faire Reservoir Dogs. Oui, puis dans Pulp Fiction aussi. Fait qu'il y a quelque chose de... J'ai trippé sur les films western, les films kung fu, les affaires, mais je vais appliquer le savoir-faire de Scorsese. Tu vois qu'il a analysé tellement les films là, que c'est ça, il a comme appris, je sais pas, c'est instinctivement, mais il comprend tellement bien. Et c'est une de ses forces, puis c'est dans son style, c'est de jouer avec le temps, mais de le ralentir énormément. Énormément, ouais. Mais pas d'une manière... Il y a des fois qu'il rate, là. Des fois, c'est comme il ralentit, puis c'est plate. Mais la plupart du temps, il ralentit, puis c'est pas plate. Ouais. C'est vraiment pour payer à la fin. Puis je pense, écoute, la scène d'intro des Bâtards, c'est une pièce d'anthologie pour moi, puis c'est comme la représentation. Une des meilleures scènes de tout son cinéma. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, il y en a plein de bonnes, mais celle-là, c'est comme l'espèce de... J'ai deux personnes assises... Je sais pas le timing, mais c'est un bon 20 minutes. 20 minutes, même. On va dire 10 pour être conservateur, mais ils jasent assis à une table, puis tu passes par plein d'émotions. C'est parce que aussi tu sais comment ça va finir. Tu sais, veux pas, il n'y a pas 1000 issues possibles. Là. Tu connais rien du film, mais tu fais OK, l'occupation en France, un nazi qui débarque, t'as un Français qui est très stressé. Est-ce qu'il cache des Juifs? On ne nous le montre pas encore, mais tout pointe vers ça. T'as Christopher Waltz en plein contrôle. Ben, le personnage est tellement imposant, mais ultra friendly. Il y a anguille sous roche dans la façon d'agir. Puis même si tu sais pas exactement comment ça va finir, il t'amène tranquillement vers un build-up qui est pas surprenant, mais qui est juste parfait. Qui est parfait. C'est ça, qui fait stresser avec des dialogues. Et puis quand on regarde ça, c'est vraiment le contrôle des shots, parce que c'est jamais ultra spectaculaire. En tout cas, des fois, il l'est, là, sur Kill Bill, un peu plus... dans ses finales de scène. Finales, mais je parle... Au niveau de la caméra, tu sais, c'est pas nécessairement une caméra que tu vas dire, ah, ça, c'est un mouvement expressément Tarantino. Là, en plus, ça, c'est vraiment fixe. Ouais. Mais c'est juste la manière qu'il joue très subtilement à
isoler le personnage, le français. Quand, la padite. Oui, la padite, quand Christopher Waltz est plus suspicieux, soudainement, le français, il est tout seul en one-shot. Et puis quand Christopher Waltz relâche un peu, ça revient en two-shot, épaule. Quelque chose de plus rassurant, tu sais. Et quand arrive le moment où parce qu'il fait parler des voisins, il y avait des voisins juifs, puis là, le père, la mère, je pense qu'ils ont été tués ou ils sont partis. Puis là, quand il nomme les enfants, c'est le moment qu'il fait il fait un dolly autour de la table. C'est la première fois qu'il y a un mouvement pour péter l'angle du 180. Ouais. Pour faire comme la situation vient de revirer. Et à partir de ce moment-là, il rapproche tranquillement la caméra vers les visages jusqu'au reveal de ils sont en dessous du plancher. En fait, nous, maintenant, on le sait. Parce que c'est ça, il joue avec qu'est-ce qu'on sait pas. C'est ça qui est le fun. C'est tout le temps l'espèce de on sait quelque chose, on le sait. Le personnage ne le sait pas qu'on le sait. L'autre, il ne sait pas. Pour citer une autre scène un peu plus tard, mais tu sais, quand tu as Shoshana qui est à la table et elle parle avec Gobbles, et là, tu as Hans Landa qui revient, ce personnage-là de Christopher Waltz, et tu sens la tension, mais on va pas le montrer tout de suite. On va juste l'annoncer verbalement. On le sait qu'il est là, mais on va rester scotcher la caméra sur Shoshana, personnage de Mélanie Laurent, parce qu'on sait qu'ils se sont déjà vus. Est-ce qu'ils s'en rappellent d'elle? Est-ce qu'ils... C'est super stressé, donc c'est vraiment au profit de l'émotion, au profit de l'histoire. Puis quand tu le regardes pour une deuxième fois ou tu veux l'analyser pour le fun, tu remarques à quel point c'est vraiment normal que j'ai senti cette émotion-là parce qu'il me l'a tellement dirigé avec sa caméra, avec son éclairage, whatever, avec son montage surtout. Tu sais. Bien, c'est ça, c'est qu'il sait quand couper ou quand pas couper. Souvent, il y a des montages assez lents. Ouais, ben, souvent. Puis des fois, il va juste réaccélérer pour certains trucs. Évidemment, Kill Bill est comme un truc à part là, parce que là, il est vraiment dans pas la parodie, mais l'espèce de... Je refais les films un peu asiatiques, les espèces de zoom-in, les super rapides. On identifie ça beaucoup comme un cliché de Tarantino, là, le ultra-zoom sur les yeux. Tu sais. Et évidemment, c'est pas lui qui l'a inventé, puis il le fait presque juste dans ces deux films-là. Pratiquement pas avant ni après, mais on le retient beaucoup. Django, je pense qu'il en a un peu, mais pas tant, là, vers la fin, là, plus là, quand Django il snap. Là. Ou tu sais, maintenant, il y a comme. C'est-tu quand ils vont voir DiCaprio dans le salon? Il se retourne. Il le fait un peu, mais c'est ça. Dans Kill Bill, c'est que celle-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il l'utilise par parcimonie souvent, mais dans Kill Bill, il a comme un autre truc un peu plus coloré, plus intense. Puis je sais plus où je vais aller avec ça. Ouais, mais Shoshana, c'est ça, c'est l'idée de je couperai pas. Ouais. Parce que tant que je coupe pas, vous allez vous sentir mal. Ouais, c'est ça. Parce que t'es juste pogné sur elle, puis là, tu sais pas si lui, il regarde. On voit pas son visage. Fait qu'on sait pas s'il regarde en bas, il a déjà vu. Fait que là, ça met la pression encore plus au moment où il va s'asseoir pour la regarder. Et ce qui est le fun de cette scène-là, qui est... Tu sais, puis ça, c'est un autre truc. Je voulais en venir peut-être un peu plus tard, mais tu sais, souvent, le monde va parler de Tarantino. On va faire, ces films sont violents. Puis depuis tantôt, on n'a jamais parlé de violence. Ouais. Tu comprends? C'est qu'il y a des moments de violence, mais c'est pas... Le film n'est pas violent d'un bout à l'autre. Il y a des moments intenses. Le pourcentage en temps d'écran est moins grand, mais quand il est là... Quand il est là. Ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est ça, le monde, on finit par parler le bar, la tuerie, les scalps, les affaires, mais les vraies scènes qui ont vraiment stressé, c'était toutes les parties de dialogue, là, tous les moments que tu sais pas, est-ce que Hans... Et le fun de cette scène-là, que Hans, c'est Shoshana, là, quand si tu l'écoutes avec quelqu'un, là, j'ai tout hâte à la ligne quand il dit Mademoiselle va prendre du lait. Et de voir les gens comme mourir. Mourir. Puis tu fais comme, c'est ça, capoter ben raide. Juste par une ligne, là, tu sais. Ouais. Dans cette scène-là, il n'y a pas de musique en plus. Non. Pas dans celle-là. Tu sais, ils utilisent beaucoup la musique, il y en a beaucoup, mais
des fois, il l'utilise pas, puis c'est tellement... C'est voulu, puis il a bien fait de pas l'utiliser, parce que l'absence de musique est comme une qualité là, dans sa scène. Exactement. Mais c'est ça, les scènes d'ouverture, on a parlé de celle d'Inglourious Basterds, mais il y a beaucoup des scènes fortes d'ouverture qui sont souvent, justement, là, jusqu'aux 20 minutes. On n'est pas dans un montage ultra rapide, généralement une conversation très tendue, culture pop, et qui va généralement finir avec de l'action, et là, on va avoir le titre qui apparaît. T'sais. Donc, un prologue, un long prologue dans ces films. Django Unchained, on a ça, Christopher Waltz qui rencontre, il libère en quelque sorte là, Jamie Foxx. Il y en a plein des scènes comme ça dans pratiquement tous ces films. Les bâtards, Pulp Fiction, Reservoir Dogs. Reservoir Dogs, évidemment, au restaurant. Un classique. Sur puis même la conversation de pourquoi il ne faut pas typer les serveurs. Ah, ça, c'est bon, là. Puis il parle de Madonna. Puis... non, c'est... Ça, j'ai eu du fun à le réécouter. Je l'avais jamais revu. Non, hein? Depuis... Puis, je sais pas, c'est quand j'ai vu ça, sûrement très jeune. Puis j'avais pas souvenir de la discussion en tant que telle. Puis... Moi... Je pense que je vais dire de quoi. Là. Je pense que j'aime mieux ça que Pulp Fiction. Oui, ben non, c'est sûrement pas le seul qui dit ça. Je suis pas surpris parce que c'est un dur choix. Oui, c'est un dur choix. C'est un dur choix, mais il y a quelque chose de je sais pas, quelque chose de plus gritty là-dedans. Quoique Pulp Fiction a ses moments. C'est pas une affaire, mais je sais pas, il y a quelque chose dans Reservoir Dogs. Dans la simplicité, en même temps. C'est vraiment très simple parce que c'est juste. Il y a quelqu'un qui nous a stoulés. Ouais. Puis là, tu sais, l'espèce de jeu, c'est qui? Puis là, on revoit l'introduction de chaque personnage à travers le film. Puis là, on essaie de voir qu'il y a quelqu'un là-dedans. Puis là, jusqu'à temps que ça nous est révélé avant, mais savoir comment cette impasse-là va se dénouer. Il y a quelque chose de le fun. Tandis que Pulp Fiction, c'est vraiment... Tu sais, c'est super le fun, c'est sûr, là, mais... C'est plus décousu, ça part un peu partout, ça revient. Je sais pas. Il y a quelque chose du huis clos. C'est pas tout à fait un huis clos, là, mais. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu comme Hateful Eight aussi. Là. On a comme un quasi huis clos, mais il y a un long prologue aussi. C'est comme une demi-heure avant qu'on rentre dans la maison où on va passer le reste du film. Puis il y a aussi des flashbacks, en tout cas. Mais il y a cette idée-là, la simplicité. Puis je pense qu'il avait écrit Reservoir Dogs, puis il avait écrit True Romance quasiment en même temps. Puis je pense que Natural Born Killer aussi. Ouais, aussi. Ben lui, il est crédité pour la story là-dessus, pas le screenplay. Mais c'est ça. Il a commencé plus auteur, tu sais. Et From Dusk Till Dawn aussi. Puis je pense qu'il y avait, je sais pas s'il avait laissé le choix ou en tout cas Tony Scott qui a réalisé True Romance. Je pense qu'il voulait réaliser Reservoir Dogs. Puis il a fait non, tu y touches pas, là. Ça va être mon premier. C'est moi qui le fais, celle-là. Ouais. Mais il l'a fait avant, finalement. Il l'a fait avant, ouais. Mais j'imagine que c'était déjà sur la table. Les deux étaient déjà écrits pour un bout. Potentiellement. C'est ça. Parce que j'avais comme pas catché la timeline. J'étais pas sûr, mais je l'ai vu dans une entrevue qu'il parlait de ça. Puis son but, c'était de réaliser, mais en même temps, il savait que, tu sais, des fois, la pas, c'est de vendre le script. Puis, tu sais, c'est ça. D'essayer de rentrer puis de dire s'il vous plaît. Mais je sais pas comment il a réussi à convaincre de le laisser faire lui. Potentiellement que budget très limité. Là, tu sens que il y a limité. C'est ça, tout ça passe assez dans un huis clos. C'est un peu plus simple comme patente, quoi, qu'il y a un petit peu de poursuite avec les moments de fusillade, mais tu sais, c'est très rapide. Là, c'est très rapide, mais tu sais, je pense que le fait que c'est un petit budget, bon, sûrement que ça lui a permis d'avoir plus de liberté puis d'aller jusqu'à réaliser ce film-là. Puis Reservoir Dogs aussi, c'est le casting qui est incroyable. Là. Ça, à nos yeux d'aujourd'hui, n'a pas de sens. Là. Vraiment des bons acteurs. Puis on dirait qu'il y a de quoi de magique qui s'est juste passé sur le moment. Il y a la toune de Steeler Wheels qui est resté. Il y a des plans comme qui sont dans la culture populaire, Harvey Keitel puis l'autre qui se pointe avec le gun. Tu sais, je veux dire, c'est resté marqué. Il a tellement fait une entrée au cinéma béton. C'est sans faille, ce film-là. Je vais dire Pulp Fiction pour moi. Là, je suis très cliché dans mon choix. Mais, tu sais, je veux dire, c'est super tight. J'adore ce film-là. J'ai eu encore beaucoup de fun à le revoir. Puis c'est son plus court aussi. Lui qui a eu tendance à étirer ses films là, jusqu'aux presque 3 heures. On va y venir. Ouais, c'est ça. Alors que là, en 1h40, tout est rentré. Tout est là. Plus simple. Mais c'est ça, je l'avais vu parce que je pense que j'ai commencé à le dire tantôt. Puis je suis en bon Tarantino, je suis parti sur autre chose. Mais il a parlé du fait qu'il voulait absolument
réalisé avant que les autres scénarios passent. OK. Fait que je sais pas, c'est ça, comment il a réussi à manœuvrer ça, mais parce que lui, il dit là, c'est que ça a fait que ça m'a donné une crédibilité. Parce qu'il dit, s'il avait fait True Romance puis Natural Born Killer avant, qui me laisse faire l'autre, ben là, tout le monde aurait dit, c'est le scénariste qui veut s'essayer. Ouais. Écoute, je sais pas s'il reste quelque chose à dire sur Pulp Fiction. En même temps, on ne pourra pas s'éterniser, mais Palme d'Or, comme je l'ai mentionné, Oscar du meilleur scénario. Donc, déjà, il va le recevoir une deuxième fois plus tard dans sa carrière. Après ça, il a fait Jackie Brown, qui est un peu le mal-aimé ou le sous-estimé ou celui qu'on dit tout le temps, c'est moins bon. Je suis pas en train de dire que c'est le meilleur, mais j'ai eu un certain plaisir à le revoir. Plaisir. C'est un gros mot, plaisir. En tout cas, moi, c'est un 7 sur 10. Là. 5 sodas. J'avais un certain plaisir et il est trop long, peut-être. Trop long. Ouais, il est vraiment trop long pour l'histoire. Je pense que j'aurais coupé 2 heures. Faut mentionner que c'est une adaptation d'un roman. Donc, c'est la première fois et la seule fois que Tarantino l'a fait. Le roman Rum Punch de Elmore Leonard, paru en 92. Donc, il y a peut-être de ça aussi, là, du fait que c'est pas son scénario original. Hommage au film de Blaxploitation avec Pam Grier qui, elle aussi, faisait ce type de film-là. Ouais. Donc, les films qui ont inspiré Jackie Brown étaient en vedette aussi Pam Grier, qui est l'actrice principale. Qui est nommée dans Reservoir Dogs. Oui, elle est nommée, effectivement. Tout est dans tout. Hein? Écoute, j'avoue que je ne suis pas équipé pour le défendre tant que ça, là, maintenant qu'on ouvre la porte. Ouais. Mais la seule chose qui est nice, c'est qu'il fait jouer De Niro dans le rôle du gars qui est comme pas ouais. Qui assume pas vraiment, qui est un peu mou. Je pense qu'il y avait beaucoup de tension entre lui et Tarantino. Je pense même que c'est à cause qu'il était comme juste fâché après Tarantino, il s'est mis à jouer de même. Ah ouais. Ben, là, c'est peut-être des rumeurs. J'ai lu ça dans les trivia de IMDb. Il faudrait que je revérifie, mais il y a un peu de ça. C'est sûr que la commande devait pas être à l'inverse, là, devait être proche de ça, mais il marmonne tellement. On dirait qu'il joue pas le De Niro qu'on est habitué de voir, puis ça fait du bien de le voir de même. C'est vraiment nice, je trouvais, de justement qui joue pas le gars qui a de l'assurance, qui est juste comme je sais pas, ok. Mais ça se peut, parce que je pense que Tarantino il est raide avec les acteurs, je pense, parce qu'il défend son scénario. Même Tarantino, il l'a dit en entrevue, il dit, moi, là, les acteurs, je les paye pas pour improviser, qui disent mes mots. Ouais. Genre, je les paye, ils sont à moi. Vous dites ce que j'ai écrit, c'est tout. C'est pas de discussion. Là. Puis peut-être que ça marche moins avec un De Niro, je sais pas. Ouais, peut-être qu'il devait être un peu plus habitué. Puis lui, il rentre dans son affaire, puis comme... pas qu'il change tout, mais il y a peut-être de quoi de... Parce qu'en plus, c'est la plus grosse vedette dans le film. Il n'y a pas un si gros rôle. Il y a du temps à l'écran, mais il n'y a pas beaucoup de dialogue. il est très dans le background. Ben, la fin de Jackie Brown est bonne. Je pense que c'est long avant d'arriver à que ce soit bon. C'est là où on va déconstruire un peu l'espèce de passage d'argent. Je sais pas si tu t'en rappelles assez, mais bon, là, il est vraiment classique. On le voit d'un point de vue. Tac. On voit, après ça, on repart l'histoire. On le voit du point de vue de l'autre personnage. Clac. On repart l'histoire. On le voit du point de vue de l'autre personnage qui est assez carré, là. Mais dans sa carrière, on n'avait pas encore vu tout ce qu'il allait faire par la suite. Je trouve que c'est intéressant, il y a un bon petit suspense, mais évidemment, c'est celui auquel on porte plus ou moins attention. C'est pas le préféré des fans de Tarantino. On peut passer à Kill Bill, si on continue chronologiquement. Moi, j'ai capoté Kill Bill. Je sais pas si niveau box-office, c'était dans ce populaire, parce qu'il me semble que ça... Il y avait eu un engouement autour. Il y avait un gros battage, parce que ça reste que... C'est son film avec le plus d'action. On s'entend, c'est que des longues batailles. Des longues scènes. Il y a plus de figurants qui se font décapiter. Il est allé all out, là, couleur. C'est comme tout ce qui est, il a explosé. Puis je sais pas si c'était à cause de Jackie Brown, qui est comme très... Old school, il y a comme toute la direction artistique, tout est tourné dedans, tout est nerd. Oui, Jackie a un suit bleu, puis les affaires, mais comme même l'éclairage, tout est... la direction n'est pas belle, mais c'est ça, comme tu dis, là, à flash zéro. Là. On dirait qu'il voulait faire comme un film... C'était plus années 70 aussi, low budget, d'où son hommage aussi. Là. Mais on dirait que c'est ça, il voulait faire comme...
un film pour la télé. Ouais, mais il a voulu qu'il fasse ça. Ouais. Mais fait que là, on dirait que c'est ça. Peut-être qu'il a trop retenu, puis là, comme il a fait fuck off, je vais à Kill Bill, puis ça a tout pété pendant 4 heures. Les scènes rouges, le noir et blanc, la musique est vraiment intense. Ouais. Je pense que c'est là qu'il a commencé. Ben, il a commencé avec Jackie Brown, mais de prendre des musiques très connues, ben pas très connues, mais des musiques qui, lui, l'ont fait triper dans des films qui l'ont fait triper. Donc, emprunté de d'autres, bandes originales. Ouais. Donc, super punché, que maintenant on associe à ces films-là, mais ils ont eu une autre vie avant, ces tunes-là. Là. J'ai l'impression que c'est le film, mettons, qui était le plus vu des... Ouais. Mettons, d'un public plus général, là, qui était... Il y avait quelque chose de peut-être plus qui a contribué peut-être aussi à son fame pour les gens de notre âge. Là, parce que, oui, Pulp Fiction, ça a été vu par après. On parle, je le rappelle, 94. Tous ceux qui sont comme entre, je sais pas, là, entre 20 et 40 ans aujourd'hui, c'est surtout les deux Kill Bill qui ont vraiment été le premier contact peut-être avec Tarantino. Ouais, c'est clairement pas Jackie Brown qui a attiré les jeunes. Mais c'est aussi le mix avec le western qui n'est pas négligé là-dedans, tu sais. Ouais, mais ça, c'est dans tous ces films. Mais ouais, là, particulièrement... là, surtout, il commençait... comme le mix samouraï et western. C'est comme si il arrivait en troisième. Tu sais, t'avais comme les films samouraï. T'as comme le western spaghetti qui a comme pris un peu de ça. Puis lui qui prend des deux avant puis qui refait une autre patente par-dessus ça. Tu sais, c'est comme il rajoute des couches puis ça a juste plus de fin. Là, tu sais, c'est ça, c'est sûr, c'est des go-to divertissants. Là. Je veux dire, absolument. L'intro est forte, juste en étant sur la face à The Bride, là, qui est comme à terre, puis qu'on a juste la voix de Bill. Ouais. Puis là, tout de suite, il y a comme un esti de saut. Puis là, t'es tout de suite dans... Je vous donne un combat tout de suite. Avec la fille, dans la maison, là, devant sa petite fille. Mais c'est écœurant. Sauf que, tu sais, t'es écœurant, mais tu catches qu'elle a été laissée pour morte, mais on sait même pas rien de détails de pourquoi la patente. Tout de suite, je vous donne sa première vengeance, là. Sa première sur la liste, puis tout est là quand même. Tu sais, ça, on n'a pas beaucoup parlé, mais le son... Oui, il y a un bon sound design là-dessus. Ouais, puis cette scène-là est quand même nice, là. Tu sais, il frôle entre le... C'est ça. C'est quasiment cartoon dans cette scène-là. C'est que ça devient cartoon. Il va entre l'ultra-réaliste... Et puis quand ça devient très violent, souvent, le son en arrière est plus cartoon. Je pense qu'il veut comme contrebalancer l'effet violent en ayant des sons, à la limite cartoon, mais aussi il pogne bien des vieux sons. Ouais. Tu sais, les vieux sons de coups de poing comme Indiana Jones. Puis ça va aider des fois à contrebalancer cette violence-là qu'on voit dans le côté un peu kitsch, un peu cartoon, un peu... Puis cette scène-là, c'est ça, tout le moment qu'ils sont en cuisine, puis là, elle va tirer à travers la boîte de céréales. Ouais. Puis l'autre, elle va sortir son couteau, mais c'est vrai un son d'épée, là. Ouais, c'est ça. C'est un couteau qu'elle sort? C'est un petit couteau, mais c'est un épée. Puis vraiment intense. Puis même quand il plante dans la face, c'est un son encore de métal, genre. Ouais, c'est ça. Puis même, je sais pas s'il l'a fait dans d'autres films, là, c'est parce qu'on parle de son, ça me revient, puis là, je devance les bâtards, mais c'est quand le cinéma prend feu, je pense que c'est là, quand le cinéma prend feu, à la fin, il y a quelqu'un qui se pitch dehors. Ouais. Puis c'est le Wilhelm Scream. Je sais pas si tu connais, c'est un... Ah oui. C'est le vieux cri classique. OK. Mais ce son-là est enregistré, je sais pas quand, dans les débuts du son. Là. C'est très, très vieux, puis ça a été utilisé dans tous les films. Puis on peut même faire des recherches. Il y a du monde qui ont recensé, puis tous les moments qui ont été utilisés. Comme, ça a été utilisé et réutilisé. Et ça, c'est un clin d'œil. Parce que c'est souvent le son qui est utilisé, quelqu'un qui se pitch ou qui tombe, parce qu'il y a un genre de puis ça fade, tu sais, il y a comme, en tout cas. Mais c'est tellement drôle parce que c'est pas un moment comique. Ouais, puis ça sonne pas aujourd'hui. Fait qu'en l'utilisant sur cette scène-là qui est ultra violente. Puis, comme, il y a des couches de son. Qui se pitch en criant. C'est hilarant ce son-là. Mais là, je me rappelle plus niveau. Mais ça doit dater des années 40, 50 facile. Là, puis c'est ça. Fait que lui aime ça, pogner ces sons-là, puis ramener ça.
pour créer un clash, des fois, tu fais comme, voyons, ça n'a pas rapport. On est comme plus habitué à ces sons-là, cette banque de sons-là. Effectivement. À Kill Bill, c'est l'arrivée d'un partenaire de Tarantino, c'est son DOP. Ah oui, il a changé là. Oui, c'est parce qu'il y en a eu, je pense qu'il y a eu deux différents sur ses 3 premiers films. Et il est arrivé avec Robert Richardson pour Kill Bill jusqu'à aujourd'hui. Puis ça explique peut-être aussi à quel point il y a comme, depuis ce temps-là, comme une certaine stabilité au niveau de l'image. Ouais, ça step up. Là. Parce que, bon, on parlait, le premier film, c'est Greedy, Reservoir Dog, Pulp Fiction aussi un peu, très old school pour ce qui est Jackie Brown. Puis là, paf, on est vraiment dans les couleurs primaires. Très léché, très contrasté. Quelque chose de key look. Ça n'a pas de sens comment c'est beau. Mais j'ai écouté beaucoup d'entrevues. Mais c'est des petits bouts d'entrevues. Puis à un moment donné, il parlait que Tarantino, de sa rencontre avec Terry Gilliam, je ne sais pas c'était en quelle année, mais c'était plus en début de carrière. Probablement après Pulp Fiction. Puis il avait demandé, as-tu vu ce truc? Ben, ça me dit quelque chose. Je sais qu'il avait donné des bons conseils. Là. Il a beaucoup en estime. Oui, c'est ça. Puis il avait demandé à Terry, comment tu fais pour gérer puis, ta vision puis tout ça? Puis Terry, je t'arrête tout de suite. Toi, t'es réalisateur. Puis ta job, là, c'est d'engager les gens qui sont meilleurs que toi. Ouais, c'est ça. Fait que toi, t'as pas besoin de tout savoir. Toi, tu fais juste dire que t'aimerais que ce soit bleu, puis eux vont s'arranger avec le reste. T'as même pas besoin de rien faire. Puis OK, c'est bon. C'est vrai, pareil. Je pense que c'est un peu ça qui a amené peut-être à trouver un autre DOP. Ben, c'est un de ceux qui a le plus de scores comme DOP, égalité avec Lubeski, puis un autre. Ah ouais. Bref, on poursuit. Ben, c'est ça, le Death Proof, c'est pas non plus un film qu'on va en parler longtemps. Faut dire que c'est un double feature qui s'appelle Grindhouse. Donc, Planet Terror et Death Proof, Robert Rodriguez d'un côté et Tarantino de l'autre, avec des bandes annonces, fausses teasers de cinéma. C'est le meilleur bout du film. Toutes les bandes annonces. Qui a donné lieu à Machete. Ah, mais ça, c'était dans le bout de Rodriguez. Ouais. Parce que c'est ça, j'ai checké. Je l'ai parti Death Proof, mais ça m'a checké quand même si. Tu sais, ça vient de lui et Rodriguez qui écoute des films série Z chez eux. C'est un peu à part. Puis il devait être batté, il tripait. Puis mais pourquoi on n'en fait pas? Genre, on se fait un trip. On fait un trip. C'est comme, oui, OK, ça fait partie de ses films, mais dans ma tête, il y a quelque chose d'un peu... Pas complètement lui, là. Ben, il y a comme un compromis où il y a dans le sens qu'on va vraiment là, dans... On va aller... pasticher le série Z. Là, on va aller nicher. Là, très niché. Parce que moi j'ai eu du fun dans ce film-là. Je trouve que c'est pas un grand film. Je peux pas dire qu'il est super original. Il est même très simple, très straightforward. Là, mais je trouve les scènes de char... je suis pas un fan de scènes de char. Ça, c'était nice, mais ça prend une heure. Hein? Ils sont 1 heure dans le bar à parler. C'est un peu long au début. Des fois, c'est ça. Là, j'ai pas dit Jackie Brown, mais c'est un peu ça. C'est que tu sais, Tarantino, c'est ça. Il aime faire parler les personnages. J'aime ça, les longues scènes. C'est nice. Mais des fois, je pense, c'est ça. Pour moi, il l'échappe dans le sens. Là, il devient trop genre, mais je suis bon, tu sais, pour faire parler. Fait que je vais faire parler, le monde va aimer ça. Puis à un moment donné, pour moi, ça marche pas tout le temps. Tu sais, c'est ça. Comme là, je sais pas, tout le début, les filles parlaient. Je dis, OK, mais je sais pas. En plus que, moi, je l'avais pas vu avant. Puis là, le monde me parlait, c'est hard, tout ça. Fait que là, moi, je m'attendais à un film de série Z plus comme, on y va, puis tu sais, comme, mais c'est long, tu sais, c'est comme le boss. Pas que c'est plate, là, mais c'est juste, OK, mais c'est pas ça. J'avance. Mais c'est sûr, les bouts de ben, le deuxième voiture, c'est comme le plus long du film. Puis là, il y a une revanche et tout. Là. Mais quand il tue les premières femmes dans le premier char, la scène de collision a juste pas de sens au niveau du montage. Là, c'est incroyable. Là, avec la musique, tout est parfait là-dedans. Tu as le côté gritty aussi, là, au niveau de la DOP. Là, il a voulu être évidemment se coller un peu sur les... que ce soit un truc qui a l'air d'un 8 mm fait avec 1000$. C'est ça, série B. Même série Z. L'espèce d'affaire très... on sent comme des fois qu'ils ont enlevé des images. Oui, c'est vrai. Pour mettre le fil. Ils ont comme coupé pour faire un raccord, mais justement que ça a été mal fait. Là,
j'aimais ces touches-là, mais c'était comme pas assez pour que je fasse ça. Mon Dieu. C'est sûr que tu as une discussion avec les filles, puis là, tu as comme la caméra qui va tourner autour, pareil comme dans Reservoir Dog, mais tu peux pas comparer ces deux séquences-là en termes de dialogue. C'est sûr, c'est le jour et la nuit. Là, ça accote pas. Là, je te comprends là-dessus. Là, puis Eli Roth qui est là, puis que je pensais qu'il y avait plus gore, puis en tout cas. Oui, c'est vrai. Mais là, il est plus gore dans Inglourious Bastard et Eli Roth, en tout cas. Moi, c'est mon préféré. Je pense que c'est... pour moi, c'est comme son aboutissement. C'est plus achevé. On va dire chef-d'œuvre, mais c'est dur de dire. Mais c'est vraiment son plus achevé parce que là, tout ce qu'il a accumulé, tout ce qu'il a fait, tu sais, justement, les affaires que je pousse dans le dialogue, que des fois, pour moi, en tout cas, l'échapper, comme je disais. Mais là, tout est tête. Ils vont parler 20 minutes de temps, puis c'est... Tout est placé. Il n'y a pas de minute de trop. Jamais une seconde de trop. Tu es juste tout le temps là-dedans. L'action, la mission, l'espèce de... L'idée de faire un revenge movie, parce que tous ces films ont quand même une idée de certaines vengeances. Pas mal toutes. Là, mais là, il veut prendre vengeance sur l'histoire, en fait. Ouais. Puis c'est surtout ça, puis Django. L'idée de, OK, on va réécrire l'histoire, fuck off. Parce que déjà qu'il est monsieur anachronisme, utiliser de la musique pop quand c'est pas le temps, ou changer des... Puis il est comme, je vais y aller dans l'histoire, changer l'histoire, tu sais. Puis ça, c'est le fun. Écoute, moi, je me rappelle l'avoir vu au cinéma, la salle était pleine. Puis il y avait des kids de 15 ans, puis il y avait un couple de 65, 70. Et de voir tout le monde comme... Ça criait dans la salle, là, la dernière scène, puis ça applaudissait. Puis je regardais le monsieur de 70 ans qui applaudissait, puis il y a quelque chose de comme... Fuck off, c'est le fun pour une fois de voir des nazis se faire démolir, tu sais. Parce que ça n'a jamais été ça, parce que c'est pas ça dans la vraie vie, tu sais. Mais de faire, OK, là, on a comme une gang qui vont juste aller les battre, les mutiler, les trucs, puis c'est extrêmement violent, mais en même temps, il y a quelque chose de libérateur, mais en même temps, ça joue dans ta tête, parce que là, je suis en train de tirer comme quelqu'un qui se fait battre à coups de batte de baseball. C'est ça le mix parfait entre Third Reich, cinéma et la vengeance. Il y a de quoi qui fit parfaitement, qui est pas tiré par les cheveux, qui est on point avec des personnages vraiment intéressants. OK, t'as le commando des bâtards, t'as comme 8-10 gars menés par Brad Pitt qui est un personnage parfait là-dedans. Tout le monde a des bonnes performances là-dedans, évidemment. Je pense que c'est la première fois qu'on découvrait Christopher Waltz, là, en tout cas pour ma part. Je sais pas, il arrivait d'où, mais crime, il parle 4-5 langues dans le film, il est impeccable. Je veux pas dire n'importe quoi, mais je suis pas mal sûr que Christopher Waltz n'avait pas une feuille de route si impressionnante avant. Là, il jouait dans des petits films, des petites affaires ici et là, en Autriche, en Allemagne. Et puis, ça l'a fait éclater, là, mais il jouait pas dans des films de cette qualité-là avant. Et c'est ça, tout le monde nail le truc. Puis, il n'a pas peur d'utiliser des trucs, je veux dire, comme quand on nous présente Stiglitz. Oui. Puis de faire une pause, puis la musique, puis le nom au complet, de faire... Il y a comme du style pour un plan. Pour un gag. Quasiment un gag, mais... C'est juste, c'est comme... Ou les vignettes pour montrer les dynamites sur les jambes, là. C'est comme super old school. Voici, ceci est caché, je vous le montre pour tantôt. Il ose vraiment, là, il y a vraiment beaucoup d'audace sur des trucs, tu le sens vraiment en confiance. Là. C'est jamais comme du cabotinage de réalisation. Non, exactement. C'est là que je pense qu'il est encore mieux contrôlé, puis encore là, je l'ai vu le dire. Dis-moi, mon but, là, c'était de... OK, c'est drôle. C'est plus drôle, là. Puis là, vous allez capoter. Puis là, je vais vous stresser. Puis là, genre, il y a plusieurs moments, mais tu sais, la fameuse scène du bar. Du bar, c'est une très bonne scène. C'est comme une demi-heure, la scène. C'est long, pareil. Mais ça paraît pas long. Mais... Non, parce qu'il y a des beats dedans. Tu sais, il y a l'arrivée avec le jeu, la gang, avec les cartes, là, puis tout. Le jeune qui vient, commence à être un peu dérangeant. Là, il se fait arrêter. Là, c'est le gars des SS. Là, on step up le stress, mais là, finalement, il a l'air cool. Là, le chiffre 3 avec les doigts. 3 qui est la fin. Incroyable. Mais cette scène-là, c'est ça. C'est long, mais jamais on s'emmerde. Il y a comme... C'est du génie. Là, c'est une demi-heure. Ça n'a pas de sens. Là. C'est comment il prend son temps avec les scènes. Puis
sais, il y a bien des réalisateurs, j'ai pas dit dans la tête, mais tu sais, des films qui ont des longues scènes, ça jase, tu sais, on va souvent dire, c'est très théâtral. Ils sont assis, ils jasent, puis c'est très... Puis Tarantino, c'est ça, c'est que ça jase, et dans le dialogue, on fait l'exposition souvent. Ouais. Tu sais, de bien des affaires. Mais jamais, jamais une seconde, on dit « c'est du théâtre, là, filmé. » Parce jamais. Non, il réussit tellement à... Parce que c'est pas juste, je les regarde faire, il crée des vagues dans toute cette patente-là. Tu sais, tout est calculé dans « OK, là, on va rire, tel shot, je vais me rapprocher de faire ça. » Tu sais, pour créer cette différence de momentum-là qui va amener jusqu'au release de chaque scène comme un release. Oui, exact. Chaque scène, c'est comme un petit film en soi. Ouais, ces longues scènes-là qu'on parle, là, pas tous les scènes, mais c'est comme si c'était un film, un court-métrage en soi, parce que tu as vraiment une courbe. Puis c'est le fun aussi d'un film qui, oui, se situe en France pour la majeure partie, avec des Allemands, tu sais. Mais il a vraiment pris des acteurs allemands aussi. Oui. Ou des acteurs français. J'ai envie de bouncer sur Sofia Coppola puis Marie-Antoinette. Oui, exactement. Je fais référence au dernier épisode si vous l'avez écouté, mais c'est ça. C'est exactement ça qui m'a fait chier de Marie-Antoinette. Comme une actrice américaine, sa mère, c'est une British, mais ils sont toujours des Autrichiens. Ils arrivent en France, mais là, c'est d'autres acteurs américains. Puis là, c'est... Mais tu sais, c'est juste de faire. C'est juste de l'assumer, fais-le, ça va être bon pareil. Quasiment, tu sais, c'est quasiment un tiers anglais, un tiers français, un tiers allemand. Oui, exactement. Grosso modo, peut-être un petit peu plus d'anglais, mais ça reste que, tu sais, à un moment donné, quand on tombe avec Shoshana, ben, tu sais, quand elle est au resto, ça parle français ou allemand. Là. Exact. Parle pas anglais, oui, Daniel Brühl, qui est un très bon acteur, très en demande à cette époque-là en Allemagne. Tu l'amènes dans un film américain. Il parle français la majorité du temps, mais sûrement qu'il maîtrisait quand même pas pire le français, parce qu'il est bon là-dedans. Mais il fait un Allemand ou Fassbender, tu sais, il est anglais, il joue en anglais, mais je sais pas, ses racines sont allemandes, visiblement. Je pense Fassbender. C'est une force du film aussi, là, le multilangue. Tu sais, pour revenir à la scène d'intro, là, le stress arrive là, parce qu'au début, il parle français, Hans Landa avec la Padite. Et jusqu'au moment, il dit je suis désolé, je crois que j'ai arrivé à tout mon étendue de français. Est-ce que vous arrange qu'on parle anglais? Ça switch anglais. Mais il y avait une raison. Tu sais, quand tu l'as. Je pense que sur le premier coup, tu ne le catches pas, mais quand tu le réécoutes, c'est vraiment parce que tu catches qu'à ce moment-là, il doutait qu'il était caché. Puis il s'est dit, je vais switcher à l'anglais parce que c'est pas tout le monde qui parle l'anglais, qui comprend l'anglais. Fait que peut-être que là, les Juifs qui sont cachés ici ne comprendront pas ce que je suis en train de dire. C'est ça qui est brillant d'utiliser ces langues-là, tu sais. Et puis on a oublié de parler de l'italien. L'italien, mais c'est juste Brad Pitt qui a un accent, il vient du Tennessee, je pense, dans le film, mais il a comme un accent du sud des États-Unis ou quasiment texan, puis il parle italien. Buongiorno! Buongiorno! C'est tellement bon. On poursuit avec Django Unchained, qui est un peu dans le même principe là, de réécrire l'histoire, de jouer avec ce qu'on connaît déjà de l'histoire, puis utiliser la vengeance pour justement la modifier. Et là, c'est plus la période western, là, vraiment Bounty Hunter, puis tout, là, qui commence, là, parce que, oui, Kill Bill, il était dans le western, mais là, c'est vraiment son hommage... plus grand à Sergio Leone et les Western Spaghetti. Là, Puis là, c'est vraiment la vengeance de l'histoire pour les esclaves, là, la partie esclave. Moi, c'est drôle, des fois, il y a des gens qui je parle qui aiment mieux ce film-là au bâtard. Mais c'est des gens qui comprennent rien. Ça a supplanté les recettes au box-office d'Inglourious Bastard, qui était déjà un record dans la carrière de Tarantino. Mais là, je pense que c'est parce que là, il était vraiment sur les rails du succès. Là. Ça marchait là, avec des grosses histoires. Tu savais que tu allais voir. Tu savais que tu allais voir un prochain Tarantino. Fait que c'est sûr que les attentes étaient de plus en plus grandes. Pour moi, le côté moins surprenant aussi. Dans le sens que les bâtards, ça arrivait, puis tu vois le film, tu catches que, OK, là, on prend vengeance sur l'histoire, on va là, tandis que là, après ça, avec Django, puis là, tu fais, OK, il s'en va là. Il s'en va là. L'esclave qui va s'attaquer à ses bourreaux, au maître d'esclave, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose on sait que ça s'en va là, mais écoute, encore là, il pousse l'audace pour des gags ou des trucs, là, moi, je me rappelle juste le ré qu'il y a eu dans... je me rappelle plus qui tu sais, quand il gagne tout le monde à la fin, puis il y a comme une femme dans le cadre de pas. À leur vol. Mais c'est comme... Puis le pire, c'est que l'angle est mauvais. Impossible. Mais clairement, elle était sur un câble, puis il devait y avoir 8 gars qui tiraient.
Ça disparaît, mais c'est mon Dieu que c'est drôle. Là. De prendre ces espèces, c'est ça, ces moments-là incroyables. Et là, c'est l'arrivée de DiCaprio. Oui, effectivement. Qui est complètement incroyable là-dedans. Là. On l'avait pas beaucoup vu dans un rôle comme ça aussi, là, d'un méchant. Il avait presque jamais fait, là, à part dans les trucs. Non. Masse de fer, là. Ouais, c'est un méchant. Ah ouais, mais parce qu'il faisait comme un jumeau, là. Il faisait pas un jumeau, en tout cas. Ça, c'est trop loin, mais je sais c'est vieux, parce qu'il y avait lui dans le masque de fer, mais il y avait, je pense qu'il y avait un jumeau, puis lui, il était méchant. Ça se peut. Oh mais boy, ça fait longtemps. C'est rare qu'il fait l'antagoniste. Non, mais... c'est ça, parce que même dans Catch Me If You Can, on s'entend que c'est un gentil méchant. Là. Exactement. Mais là, il est parfait là-dedans. Évidemment, on se rappelle de la scène où il se coupe, là, qui est mémorable aussi, et pas juste à cause de ça, mais qui en a ajouté une couche au fait que au crime, on assiste à un moment, c'était pas prévu. Puis, peut-être l'expliquer. Oui, c'est vrai. Je dis ça comme si tout le monde le savait. Ouais. Mais à un moment où il va justement pogner les nerfs, il va mettre sa main sur la table vraiment fort, il va se couper sur un ustensile ou je sais pas quoi. C'est un couteau qui est sur la table, il a juste tapé dedans. Il a tapé sur le couteau, puis il a la main en sang, mais c'était pas prévu. Évidemment, ils s'en sont servis de ça pour après ça étendre le sang d'en face à l'esclave à côté, mais... Parce qu'il n'a jamais bronché une seconde. Non, exact. Il a continué. Il a continué parce qu'il criait après les deux, là, mettez vos mains sur les tables, puis il tape, puis il continue. Quand tu le vois, c'est quand il relève sa main, tu vois il regarde son sang. Puis tu vois que il est fort parce qu'il savait tout à la caméra, puis il a tourné sa main vers la cam. Ah ouais? Juste pour faire comme... Il y a du sang, là. C'est comme... Parce qu'il s'est dit, vu qu'il n'a pas coupé, il a dit, je vais le montrer là. Ouais. Parce que potentiellement que là, ça commençait à faire mal, puis il s'est dit, on la fera pas 2 fois. C'était nice. Il m'a montré ma main, puis on coupe après ça. Mais ça fait partie de ces moments-là du cinéma qui sont imprévus, puis il y en a eu plein, puis l'autre que j'ai en tête, c'est Usual Suspect, où ils ont un fou rire quand ils lisent un papier, puis ils sont sur l'espèce ligne, de puis il faut qu'ils répètent une ligne, là, c'est comme à tour de rôle, mais je pense que c'est quand ça arrive à Benicio, c'est ça, ouais. C'est what the fuck? Les autres sont plus capables. Mais tu sais, ils l'ont gardé dans le montage final. Ça, c'est toujours le fun. Quand t'es geek de cinéma puis tu les connais, ces moments-là, ça rend la scène encore plus magique. Là. Mais c'est sûr que moi, j'aime beaucoup ce film-là, mais j'ai l'impression que les scènes d'action, il y en a beaucoup, mais ils se ressemblent tous un peu parce que ça finit toujours par se gonner puis des splouches de sang infinis, vraiment exagérés. Qui n'ont pas de bon sens. Mais tu sais, ça finit par être un bain de sang. Même si peut-être Kill Bill, tu vas me dire, ben, c'est tous des coups d'épée, puis il y a un peu quelque chose de similaire, mais sont plus chorégraphiés, puis il y avait de quoi de vraiment plus tape à l'œil, puis impressionnant, puis surprenant à chaque fois. Alors que Django, ça finit tout le temps tac, 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 tac. Tout le monde est. Ouais. Ben, il est pris un peu dans le carcan western, je pense. Ouais, peut-être ça aussi. Comparativement à Kill Bill, je veux dire, elle est pas toute pareille dans le sens, la première scène qui est dans la cuisine. Exact. C'était du combat plus à main, puis finalement, puis il se parle, puis elle sort un gun. Puis à la fin, t'en as une avec une boule. Là, avec la boule, mais tu sais, puis pour finir avec Bill, que c'est une affaire, ça son truc secret, je m'en peux plus, les 7 pas de la mort, là. Il faut qu'il prenne 7 pas, puis il va mourir. Mais tu sais, c'est ça, il y a un petit peu plus de variété. C'est sûr que le western, t'es pris avec des fusils. Peut-être la différence avec les bâtards, c'est que ce qu'il y a des bâtards, c'est que t'as le commando, puis à un moment donné, il est comme évacué, parce que là, il y a Shoshana, puis là, Shoshana est en maudit, fait que là, elle fait son propre plan, puis là, finalement, il y a 2 plans. Ouais. Puis là, les bâtards sont en train de se faire mettre des bâtons des roues, puis là, Daniel Brühl va rejoindre l'autre en haut. Puis là, tu fais fuck, les 2 plans, ça rien de chier. Puis là, tu sais. Ouais, il y a le montage parallèle est vraiment intéressant. Il est plus payant, ouais. Parce que tu dis, est-ce qu'il y en a un des deux qui va marcher? Est-ce que les deux vont se nuire? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils vont se nuire? En tout cas. Tandis que Django, c'est ça, il y a quelque chose de plus linéaire parce que c'est la quête de lui. Il va retrouver sa femme puis reprendre vengeance sur toute cette gang-là. Fait qu'il y a quelque chose de peut-être un peu plus linéaire qui est très intéressant. Ouais. Ceci dit.
très bien réussi, mais moins surprenant, peut-être. Et maintenant, The Eightful Eight, son 8e film. En glorieux 70 mm. 70 mm. Oui, c'est vraiment de toute beauté. Il y a de quoi qui nous rappelle évidemment les Léonais, les visages, l'éclairage sur les visages comme en sueur. Il y a de quoi qui rappelle vraiment Clint Eastwood ou Louis Fonda, là, qui fait plus ses pas, qui c'est vraiment magnifique. Et c'est le seul film qui a une bande sonore de tous ces films avec Ennio Morricone, qui a gagné un Oscar pour ça avant sa mort, quelques années avant. Moi, je l'aime beaucoup, ce film-là. Toi, c'est quoi t'en penses? J'ai capoté, ce film-là. Ouais, c'est écœurant. Hein? J'ai vraiment capoté. C'est extrêmement long. C'est très long, mais c'est ça. Mais c'est les dialogues, quand ils nailent la patente, même si c'est comme un huis clos pour la plupart du film, là, d'une gang qui sont là, qui se connaissent pas. Tu sais, c'est un long... Puis ça, on n'a pas parlé depuis le début, mais il adore les Mexican stand-off, le classique du western, là, quand tu as plus de 2 personnes qui se tiennent avec des fusils, puis que... Ça vient, il fait ça tout le temps. Oui, on n'a même pas parlé. Mais c'est ça. Mais ça, c'est comme si tout le film, ça va être un truc qu'on se pointe les fusils. C'était quasiment ça, ouais. Mais c'est un peu ça, parce que c'est comme toute la suspicion. Ils ont tous quelque chose sur le bord de la tempe en tout temps, mais tu sais, juste métaphoriquement. Oui, c'est ça. C'est que tout le monde a une suspicion. Parce que tu as les deux qui se parlent là, tu as lui. C'est comme un Mexican stand-off en dialogue de genre, OK, là, quand on se rend compte que là, il y a eu du poison, puis là, tu sais, on commence, nous, à checker tout. C'est très drôle qu'il a filmé, c'est ça, il a filmé en 70 mm. Toi, l'as-tu vu au cinéma en 70? Non, j'ai pas vu au cinéma ce film-là. C'était malade, mais il l'avait juste au forum parce que ça prenait un projecteur spécial pour ça. Puis c'est vraiment drôle parce que l'affaire, c'est ça, c'est tous les vieux westerns. Les années 70, ils sortaient souvent le 70 mm, c'est que c'est plus... très wide. C'est très, très wide. C'est pas 16-9, c'est plus bas. Quand tu le regardes sur un écran 16-9, là, t'as bien du noir. Hein? Les bandes noires en haut, en bas sont très grandes. Mais ça, c'était beaucoup utilisé, justement, les westerns, parce que normalement, c'était dehors pour voir du paysage, voir de l'étendue, le désert, puis puis justement, mettons, de Good, the Bad and the Ugly, là, tu sais, que le classique sont comme les 3 en rond, là, tu sais. Mais justement, ils filmaient de loin, large, puis on pogne tout, tu sais. Puis moi, je trouvais ça drôle qu'il fait, OK, là, il se paye le trip pour un huis clos. Je trouvais ça hilarant. Tu sais, il s'est quand même payé la traite au début avec quand même comme de belles shots d'extérieur. Vraiment bien. À un moment donné, c'est comme une tempête de neige, fait comme c'est un bizarre. Je trouvais ça fucking drôle qu'il fasse ça. Mais c'était payant en dedans parce que c'est très wide. Ouais, tout le temps un personnage en background que exactement. Tu remarques. Fait que t'es tout le temps en mode les deux se parlent, un dialogue, puis t'es en train de regarder c'est lui qui a mis le poison. Qu'est-ce qu'il fait lui? Exact. Parce que vu qu'ils sont dans la même, tu sais, ils sont dans la même pièce, c'est une cabane en bois là. Fait que ils sont tout le temps là dans les shots des autres, tu sais, il y a pas de close-up là. Non. Fait que je trouvais ça, j'ai fait OK, c'est pour ça qu'il s'est payé le trip une raison de faire ça, puis ça nous, tu sais, puis je pense que c'est ça qui rajoute à l'intérêt du film, tu sais, il est long, ça jase, puis ils ont toutes leurs histoires, leurs patentes, parce que nous en tant que public, vu qu'on se fait révéler, on voit comme une main qui met le poison là, on sait pas c'est qui, fait que là ça devient un genre de whodunit. Mais c'est juste nous qui fait ça parce qu'eux, tant que la première personne ne décède pas, ils savent pas. Puis le reveal que finalement, il y a d'autres mondes. Là. J'ai vendu le punch, là, mais Seigneur, moi j'étais dans la salle, là, puis c'est comme le rire et l'espèce de... Puis te rendre compte, c'est Channing Tatum. On dirait que le monde a comme... En plus, c'est trop générique au début, mais on l'oublie parce que ça fait... Quoi, 1h45? Facile, là. C'est facile. Il est quand même... Le film, il est 2h50. Genre. Ouais, c'est ça. Il est long, là. Mais c'est que quand il arrive, il y a quelque chose de tellement jouissif. Je me rappelle dans ça, ça avait comme... Il y avait un cri, là. C'est... What the fuck? Le film vient de prendre un autre twist. Puis t'es juste comme, qu'est-ce qui se passe? Parce que tout le long, tu comprends pas qui voudrait comme sauver cette fille-là, malgré qu'elle a un bounty sur sa tête. Mais tu sais, en même temps, on s'en fout. Il voudrait justement plus la kidnapper pour aller encaisser l'argent plus que de la sauver, que de la libérer. Elle est vraiment bonne, Jennifer Jason Leigh, là-dedans. Là, c'est vraiment pas son genre de rôle en plus. Là, je l'avais même pas reconnu au début. Elle est vraiment parfaite là-dedans. D'ailleurs, parlant de goof, il y en a un solide là-dedans qui ont utilisé la take
quand elle joue de la guitare. T'as jamais entendu parler de cette histoire-là? Ben, je sais que c'est une vieille toune, là, mais... Non, c'est ça, c'est Jennifer Lee, elle joue de la guitare. Ouais. Puis là, t'as Kurt Russell qui arrive, il est tanné, il pogne la guitare. Ouais. Puis là, il se fâche, il la pète. Mais de la réaction, t'as-tu vu la réaction de elle? Non, elle savait pas? Oui, ben elle savait, mais c'était pas supposé être cette take-là qui pète la guitare. OK. Parce que là, la guitare qu'elle avait dans les mains avait été prêtée par, c'était une guitare Martin des années 1800. Ah non! Inestimable. Hey, je savais pas ça. Il a pété la guitare, mais ta voix, genre, hey, hey, hey! Puis elle se retourne vers la cam. Puis après ça, ça coupe. Il y a comme un jump cut parce que tu vois qu'elle revient. C'est un autre cut, puis elle est comme, là, elle est calme. Mais c'est parce que c'est ça, il a pas pété la prop, il a pété la vraie, mais il savait pas. Il y a eu une mauvaise communication. Lui, il pensait qu'elle avait le prop dans les mains. Fait qu'il a fait la scène au complet. Oh my God. OK, une chance, la scène est bonne, mais ça reste quand même que ça devait valoir beaucoup. Là. Les producteurs n'ont pas trippé sur celle-là. Ça a coûté cher d'assurance. En même temps, l'affaire, c'est qu'il ne faut pas remplacer. C'est une guitare qui n'existe plus. Oui, c'est ça, elle n'existe plus maintenant. Non, absolument. Pas vrai. Mais regarderez la face de terreur. Ah oui, je vais aller spot checker ça, c'est sûr. Et son dernier, en 2019, Once Upon a Time in Hollywood. Je sais le temps, mais c'est les 3 petits points. Là. Je savais pas c'était quoi la durée, il fallait dire. C'est le beat, ouais. Faut que tu laisses la durée du film. Brad Pitt, Léo DiCaprio, Margot Robbie. Margot Robbie est dans le film? Oui, elle est dedans. Ah, OK. Écoute, toi, t'as pas aimé ce film-là? Non. J'ai même mieux aimé Jackie Brown que ça. OK, c'est ton pire. Là. C'est mon pire de lui. Oui? Ouais. Moi, je l'ai mieux aimé à ma deuxième écoute. Je peux pas dire que je le comprends parce que il y a comme il y a des failles. Il y a beaucoup de failles. C'est vraiment moins tight pour un Tarantino. T'sais, on n'a même pas parlé de sa monteuse aussi, qui était avec lui jusqu'à Inglourious Basterds parce qu'elle est décédée malheureusement en 2010 à l'âge de 56 ans. Donc, après ça, il a fait 3 films depuis sans elle. Ouais. Ça se remarquait pas tant dans les 2 derniers qu'on a parlé, mais je pense que dans Once Upon a Time, ça paraissait. Ouais. Mais pour moi, ça vient pas comme gâcher le film, mais ça paraît. Il y a comme... On coupe à des places bizarres, on utilise sa déconstruction, mais pas nécessairement pour apporter quelque chose de nouveau, tu sais. Exemple, t'as Brad Pitt sur le toit, tu enlèves son chandail, ça coupe. On pense qu'on passe à une autre scène, comme il nous a souvent fait à croire. Là, je pense que c'est la scène avec Bruce Lee, là, justement, qui va durer avec le bout avec DiCaprio et Kurt Russell, qui dure quasiment 15 minutes. Et on revient à lui sur le toit. T'sais. Mais je comprenais pas l'utilité de ce montage-là. On dirait qu'il était juste dans sa tête, puis ça revient à lui, il fait « Ah! » Puis il continue à travailler, tu sais. Mais c'est ça. Je pense que sa monteuse, il était pour beaucoup. Sally Mank? Sally Mank, oui. Mais M-E-N-K-E, pas Mank. Oui, comme Mankiewicz. Mankiewicz. Mais ouais, je pense qu'elle était pour beaucoup dans l'aider à resserrer ou à mieux catcher cette espèce de on prend des scènes, on le remet dans l'autre. Puis je pense qu'elle l'aidait énormément. Puis justement, on est arrivé à Django, qui est quelque chose un peu plus linéaire. L'autre, c'est un 8 clos. Fait que oui, il y a des flashs, mais c'est plus dans... c'est plus clair. C'est peut-être plus dans le scénario aussi. Oui, dans le sens que faut... OK, je vous ai caché une information, on va revenir. Mais là, on dirait qu'il a voulu revenir à un truc déconstruit un peu plus à l'époque. Pulp Fiction, justement, une scène là, puis là, ça. Je pense que la recette Sally Mank, il manquait un peu pour l'aider à resserrer à patente. Je lisais que Tarantino filme beaucoup. Tous ses films, il filme trop. Ah, ça doit être... Puis une espèce de... Je pense qu'il faisait un genre de... Un gros dépoussiérage de cette affaire-là pour l'aider à recentrer le message, la patente. Là, moi, c'est ça qui me gossait. Là. Je suis juste, OK. Puis l'autre truc aussi, c'est que il y a comme quelque chose, mettons, un peu dans la continuité de on reprend un contrôle sur l'histoire, comme je disais avant, avec les bâtards, avec l'esclave. Mais là, t'as les nazis
tu as l'histoire des esclaves, des trucs extrêmement émotifs, extrêmement intenses. Là, il prend Marilyn Manson, cet été-là, mais... Charles Manson. C'est quoi, je disais? Marilyn Manson. Ben, lui aussi, on pourrait faire un film. Son histoire, essayer de reprendre le contrôle sur l'histoire. Mais Mais c'est très vendu comme ça avec le massacre à la maison de Polanski, Sharon Tate et tout. Là. C'est vendu de même, en tout cas. Puis c'est ça aussi, mais en même temps, il y a un problème de focus aussi dans ce film-là. J'avais de la misère à saisir son fil conducteur, tu sais. Oui, c'est ça. Charles Manson, ça a été un traumatisme pour les États-Unis. Oui. Mais pour le reste du monde, je pense que c'est quelque chose qui est moins viscéral pour nous. Contrairement, mettons, la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde peut... On s'en fait tellement parler. Il y a quelque chose de tellement monstrueux là-dedans. Mythique. Même l'esclavage, je veux dire, même si, bon, c'est loin de nous, mais on comprend cette affaire-là. Mais là, cette espèce de folie-là qu'il y avait autour de Manson, on l'a moins... Je pense que c'est pas quelque chose que... le personnage, on le connaît, il est resté là, mais c'est pas que... il nous hante pas comme le reste de l'histoire. Fait que je pense qu'il y avait peut-être ça, il y a un détachement de comme, OK, parle de ça, OK. Mais en plus, qu'il n'y avait pas le focus sur ça, puis il y avait le côté... Je veux montrer l'Hollywood, de ces années-là, une espèce de lettre d'amour, entre guillemets, d'Hollywood. Fait OK... Mais tu veux parler de Manson? Puis là, je comprends que parce que là, l'autre s'était attaqué à Sharon Tate. Tu dis, bon, ça faisait un lien avec Hollywood, mais je sais pas, il y avait quelque chose que je comme un peu longuet. Puis, je comprends. Puis il y avait un peu la déception parce qu'il y avait le gros hype de OK, c'est DiCaprio, Brad Pitt, la première fois au cinéma Le ensemble. hype était immense, là. Tu sais, c'était comme, oh shit, avec Tarantino. Ah! Tu sais, je pense que c'est devenu. Il y a le hype qui a pété à patente, puis là, c'est juste comme, c'est correct. Là, c'est ça que je pense qu'il a rajouté à ma déception. Oui. Parce que, tu sais, on dirait qu'il a pas encore fini du western. Il veut en parler différemment avec tout à travers DiCaprio. Tu as des scènes, des films dans le film. Tu sais, t'as beaucoup ça. On dirait qu'il plug Bruce Lee juste parce que c'est un amoureux de ses films. Puis il veut absolument l'incarner au cinéma. Puis avoir une scène. Mais autrement dit, elle n'est pas utile, cette scène-là. Il veut juste la montrer. Il y a des trucs, on dirait que s'il était sur sa liste, qu'il voulait absolument mettre dans le film, mais que tu les enlèves du film, ça change rien à l'histoire. Non, c'est ça. Puis tu sais, Margot Robbie, c'est drôle que tu dises qu'elle était dans le film, mais tu sais... mais c'est parce que... Non, mais c'est pas je dis ça, mais il y avait c'était dans la critique, tu sais, qu'on entendait que... Qu'est-ce qu'elle faisait dans le film? On la voit juste regarder un film au cinéma. C'est ça, on la voit regarder... Puis elle a très peu, là. C'est ça, c'est pour ça que j'ai un problème de focus, mais moi, en tout cas, j'en suis venu à la conclusion que toutes les scènes, je les aime, genre... je comprends ce que tu veux dire. Il n'y a pas de scène ratée, tu sais. Il y a des bonnes scènes avec DiCaprio. C'est souvent dans les meilleures. Là. Son personnage est vraiment bon. Ouais, j'en ai une en tête. Ouais, laquelle? Ah, ben avec la petite fille. Là. La petite fille. Pour moi, c'est la scène du film. Là. Je veux dire, c'est comme... On voit tout le talent de DiCaprio, l'espèce... Comment qu'il nous montre ce personnage-là comme imbu de lui-même, qui est sur le déclin. Puis il réalise que tout c'est ça. Juste quand il parle, il est super émotif en parlant du livre qu'il lit parce que ça parle d'un personnage qui lui ressemble là, sur le déclin. Mais quand je suis sorti du cinéma, mes attentes étaient tellement dans le plafond que j'ai été déçu pour les mêmes raisons que tu as dit. Après, sachant c'est quoi le film, en me reprêtant à l'écoute du film 2 ans après, j'ai fait « OK, je sais c'est quoi le film. Maintenant, je vais juste essayer de l'enjoy. » Puis j'y allais une scène à la fois, puis j'étais comme « Ah, ça, c'est drôle. Ah, ça, c'est bon. Ah, il y a une bonne tension là. Ah, ça, c'est cool. » La finale est très éclatée à la Tarantino, très spectacle, évidemment. Fait que j'étais comme « Crime, j'ai eu du fun. » pendant 2h30 quand même. Fait qu'évidemment, si ça avait été tight, s'il y avait eu un fil clair au film, ça aurait été un chef-d'œuvre. Mais c'est sûr que c'est des éléments importants qui sont manquants, là, j'en conviens, mais le plaisir était là pour moi. Oui, c'est ça. Mais bon, là, tout ça pour dire qu'on attend le 10e et potentiellement dernier. Oui, bien, il y a longtemps entretenu ce mythe-là. Mais oui, j'ai entendu ce mythe-là. Puis c'est aussi c'est plus clair s'il veut faire du cinéma, il veut être critique, il veut écrire des romans. Mais... Ça va-tu durer, cette passe-là? Ou... Mais en fait, je pense pas que c'est un mythe. Il l'a dit à plusieurs reprises qu'il dit « Moi, c'est 10 films, puis j'arrête. » Je pense qu'il crée un personnage. Il sait comment se mettre en spectacle. Là, comment vendre son personnage.
Mais il y avait un côté, c'est ça qui disait, ben, je veux pas m'éterniser puis répéter. Puis là, tu vois, comme Hollywood, pour moi, c'était comme, ah. C'est là qu'on sent le plus de Reddit, je suis d'accord. Fait que j'ai hâte de voir parce que là, tout ça vient aussi avec des rumeurs de Kill Bill volume 3. Ouais, ça fait un bout que... Puis il n'y a rien d'annoncé, fait qu'on ne sait pas ça va être quoi son fameux 10e film. Il n'y a pas des rumeurs de Star Trek aussi? Ouais, mais il avait été attaché à un Star Trek. Ah ouais? Ouais, mais là, il aurait fallu ça a l'air qu'il voulait faire violent. Ouais, c'est sûr que ça n'aurait pas été ce qu'on connaît Star Trek. Le studio a comme choqué, mais il avait été attaché, il avait une idée d'histoire, il l'a pas écrit, mais il avait pitché... C'est comme en branle, ça a l'air. En ce moment, je suis sûr qu'il est juste dans son sous-sol en train d'écrire son 10e. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça va dropper un moment donné comme « Oh, Tarantino est en tournage, on n'a pas entendu parler. » Puis ça vient avec une pression, le dire. Ouais, c'est ça. J'en fais 10 puis c'est fini. Peut-être pour ça qu'il pense à un Kill Bill 3, de dire, bon, on va finir avec un coup de poing, là. Ouais, mais tu sais, il y a là qu'une valeur sûre, c'est peut-être pas dans sa... C'est pas son style tant que ça. Je sais, mais on va y faire confiance. Ah ouais, ah non, moi j'ai confiance. Là. Il m'a jamais déçu. Il y a des films que j'ai moins aimés, mais il m'a jamais déçu. Fait que tu sais, je vais les yeux fermés au cinéma, ça me dérange pas.